Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres. Telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 3 décennies. Apprivoiser le temps en le retenant pour thème, voilà qui s'est imposé à la Cité. 200 temporalités vont s'entrechoquer pour fusionner en 2 jours intenses de débats portant sur l'éternel fugueur, ponctué d'échanges avec le public. Malgré cette chorégraphie d'idées rythmée par 50 débats, l'expérience humaine laisse penser que ces 2 jours ne dérogeront pas à la règle qui étreint nos vies. Les mots, les questions, les accords, les rebonds, les doutes, les échanges, les désaccords et les rires seront trop vite emportés. Le défi de la désormais plus que trentenaire Cité de la Réussite ne sera pas de retenir le temps, mais d'y créer ce que l'on retient. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà, il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. Bien, notre rencontre va se situer après le défilé de ces personnalités prestigieuses et éminentes qui sont à la fois des prophètes et des acteurs de la vie intellectuelle, politique et culturelle. Bonjour à tous, merci d'être là assez nombreux pour écouter le général Jean-Louis Georgelin. Notre-Dame de Paris, ça fait partie de nos souvenirs communs, de nos angoisses, et ça a été une tragédie, un choc, et peut-être aussi, au bout du compte, on l'entendra tout à l'heure, l'espoir. Le 15 avril 2019, vers 19h, un incendie s'est déclaré à Notre-Dame. Il a fait rage pendant plus de 15 heures. Il a détruit sur son passage tellement d'éléments de la cathédrale, puis la charpente et la flèche de la cathédrale, devant une foule hébétée, abasourdie par la soudaineté et en même temps l'ampleur de l'événement. Toute la nuit, l'angoisse s'est montée. Et la seule question, c'était, à ce moment-là, me semble-t-il, et peut-être le général Georgelin le démentira, comment éviter
la disparition totale de Notre-Dame de Paris. Les images ont bouleversé les Français, mais elles ont fait le tour du monde. La vague d'émotions internationales rappelle, me semble-t-il, l'attachement, au-delà des frontières et des religions, que tous portent à la cathédrale. Une fois les lieux sécurisés, la phase de préparation et du plan de restauration, les travaux commencent. La France possède une forte tradition et expérience pour restaurer les cathédrales, je crois peut-être Strasbourg, Reims, mais l'ampleur du défi reste inédite, car Notre-Dame de Paris appartient à notre patrimoine national, à notre imaginaire collectif, à notre culture populaire, et j'ai envie d'ajouter à notre patrimoine personnel. Et c'est le général Jean Gelin que le président de la République, Emmanuel Macron, a nommé à la tête de l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de Notre-Dame de Paris. C'est spécialement créé pour refaire de Notre-Dame le symbole et la fierté de la France. 2 mots sur le général Georges Gelin, et je suis désolé qu'il écoute, il va peut-être rougir. Il a été chef d'état-major particulier de 2 présidents de la République. Chirac et qui, mon général? Chirac seulement. Chirac. Mais vous avez été chef d'état-major de toutes les armées françaises. Il a fait face à tous les conflits en Afghanistan, en Afrique, et à toutes les opérations conduites par les forces spéciales françaises. Son expérience, et je l'ai dit devant lui, est indispensable pour restaurer, rénover, rebâtir, reconstruire Notre-Dame de Paris. Et je pense que le chantier progresse. Je vous appelle avec plaisir et avec tous les honneurs que vous méritez. On vous applaudit et vous venez nous rejoindre. Vous le méritez, mon général. J'avais très bien d'applaudir avant. Par rapport à ce que vous avez dit, la seule chose que je puis dire, déjà, c'est plus facile de faire la guerre en Afghanistan, en Côte d'Ivoire, au Liban ou je ne sais où, que de reconstruire Notre-Dame de Paris. Ben, vous allez nous en dire toutes les difficultés, mais je pense qu'il y a moins de morts d'hommes à Notre-Dame de Paris que dans les champs de bataille. Quand vous avez vu, général, les premières flammes de l'incendie, où vous étiez? Quand j'ai vu les premières... C'est assez amusant d'ailleurs, les clins d'œil de la vie. J'ai été grand chancelier de la Légion d'honneur et j'ai été invité au départ de l'intendante générale, c'est comme ça qu'on appelle le proviseur, de la maison d'éducation de la Légion d'honneur de Saint-Germain-en-Laye. Voilà. Et l'intendante faisait un discours, alors je n'étais plus grand chancelier, faisait un discours pour remercier les uns et les autres, et rien pour moi. Et à la fin, elle dit, maintenant, je voudrais remercier le général Georges Gelin et lui dire qu'il m'a appris des tas de choses sur nos monuments historiques, sur la restauration de monuments historiques. C'est incroyable, car j'ai restauré l'hôtel de Salm, qui est le palais de la Légion d'honneur, et l'abbaye royale de Saint-Denis, qui est le siège de la maison d'éducation de la Légion d'honneur, des classes de seconde au terminal. Sans forcément de l'argent de l'État, au passage. Voilà. Et à peine je sors de cette réception, si je puis dire, un de mes anciens aides de camp m'appelle et me dit « Mon général, Notre-Dame brûle ». C'est comme ça que c'est assez amusant de voir les petits clins d'œil. Et il se trouve que le général Gallet, qui était le commandant des pompiers à l'époque de la brigade sapeurs-pompiers de Paris, était mon élève à Saint-Cyr. J'avais son numéro sur mon portable, je l'appelle et je lui dis « Mon général, sauvez Notre-Dame ». Et il me rappelle à 10h du soir et il me dit « Mon général, la demi-heure qui vient sera décisive ». Et à 22h30, il m'appelle et il me dit « Mon général », il m'envoie un SMS et il me dit « Notre-Dame est sauvée ». Voilà. Donc vous étiez tout à fait désigné pour vous occuper de la restauration de Notre-Dame. Mais comment vous avez réagi quand vous l'avez appris? Alors... Qu'est-ce que vous êtes dit? Vous savez, vous ne réfléchissez pas. Le lundi midi, enfin non, c'était un lundi, le
l'incendie, la nuit de lundi à mardi. Le mardi midi, le chef d'état-major particulier du président de la République m'appelle et me dit qu'il avait été un de mes adjoints marine quand j'étais moi-même chef d'état-major particulier. Il me dit, voilà, le président de la République a fait une réunion, il a avec ses principaux collaborateurs, et il a dit, il faut trouver quelqu'un pour restaurer Notre-Dame de Paris et qu'on en sorte. Il a fait un portrait robot, il voulait très important, un catholique. Un catholique. Dans les critiques que j'ai entendues, notamment de milieux catholiques de droite, ce point, à mon avis, est passé un peu inaperçu. Il voulait quelqu'un qui ait exercé des hautes fonctions dans l'État, et croyez-moi, pour conduire une affaire pareille, si vous n'avez pas l'habitude de la manière dont sont prises les décisions dans cette jungle administrative française, vous coulez. Alors, quand il vous a appelé... troisième point. Troisième point, quelqu'un qui a une réputation d'autorité. Et donc, cet amiral me dit, voilà, votre nom est venu, venez voir le président de la République à 18h. Et à 18h, j'allais rencontrer, pour la première fois de ma vie, le président de la République. Et alors, est-ce que vous attendiez, à cette rencontre et en même temps à cette proposition? Parce que, comme vous dites, vous ne le connaissiez pas et vous n'étiez pas forcément partie de ceux qui avaient fait campagne pour lui. Les militaires ne font pas campagne, ils sont d'une neutralité politique. Vous voyez que pour le troisième point, l'autorité, il n'était pas nécessaire qu'il le précise. Total. Vous allez vous en rendre compte. Je ne m'y attendais pas du tout. Alors il ne m'a pas dit, donc il m'a dit, voilà mon général, j'ai pensé que, j'ai défini 3 critères, votre nom est venu, et donc j'ai réfléchi, est-ce qu'on vous fait au commissaire, etc. Et je vous ferai représentant spécial. À ce moment-là, il n'était pas question de faire un établissement public pour restaurer Notre-Dame. Et qu'est-ce que vous voulez? Moi, je suis un soldat, on m'appelle, je réponds oui, et je ne commence pas par négocier. Est-ce que je vais avoir une voiture avec un chauffeur? Est-ce que je vais être payé? Est-ce que, etc. Je sais que vous prenez le métro régulièrement. J'ai mon passe Navigo et j'en suis très heureux. Oui. Alors, le lendemain de l'incendie, le président de la République a fait une déclaration et il a dit: ne nous laissons pas prendre au piège de la précipitation et de la halte. Pourtant, vous vous mettez d'accord tous les deux pour un délai de 5 ans. C'est un délai record, un délai très court. Comment vous avez décidé et intégré ce temps, qui est un pari, quand on le voit, et on voyait ce qu'était la cathédrale, un pari impossible à tenir? Et pourquoi 5 ans? Pourquoi un délai? Le président de la République donc, me reçoit, m'explique que ça, et me dit alors... À ce moment-là, je pense au tableau du Caravage à Saint-Louis des Français, vous savez, Saint-Mathieu qu'on appelle, et que Livia, il me dit de venir, je viens. Et alors vous n'avez pas de questions à me poser, je lui dis la seule chose, Monsieur le Président, il me semble qu'il faudrait régler assez vite, c'est la durée de ce chantier. Depuis hier soir, j'entends des gens expliquer, moi vivant, je ne reverrai jamais Notre-Dame de Paris, il faudra 20 ans pour reconstruire, etc., etc. Je lui dis, je ne sais pas moi combien de temps il faut, mais mon intuition est que ça devrait d'abord être beaucoup moins que 10 ans et se trouver autour de 7 ans, etc. Et il frappe dans ses mains et il me dit 5 ans. Voilà. Sinon, si ça avait été l'administration habituelle, les architectes, le patrimoine, etc., ça aurait mis combien de temps? À mon avis, on était parti pour 15 ans. Bon. Alors, on pourrait revenir, alors, si vous permettez. Je vous en prie, oui. Là-dessus. C'est-à-dire les difficultés que vous avez rencontrées. Il y a 2 caractéristiques extrêmement fortes dans ce chantier, qui naissent dans cette nuit d'ailleurs. Un, c'est que nous avons l'argent. Nous avons 840 millions d'euros. Jamais dans l'histoire de la philanthropie française et européenne, on a réuni des sommes aussi considérables. Et aussi vite. Comment? Et aussi vite. Je crois que quand on fera l'histoire de cette reconstruction, il faudra tirer un coup de chapeau à François Pinault, qui va ouvrir le bal, si je puis dire, puisqu'à vers 11h du soir, je crois, il fait un chèque de 100 millions d'euros, et son ami, entre guillemets, parce que à ces niveaux-là, il n'y a pas d'amis, Bernard Arnault, cite 200 000 euros, et le truc est enclenché. Non, pas 200 000.
200 millions. Ouais, 200 millions. Et ainsi de suite. Nous avons 840 millions d'euros, 340 000 donateurs, mais 600 millions d'euros par 6 donateurs. Il faut toujours avoir ces chiffres à l'esprit. Donc, première caractéristique, nous avons l'argent. Il vous en reste? Comment? Il vous en reste? Il ne nous en restera pas. C'est extrême. Pour vous donner un ordre d'idée, pour bien comprendre ce que ça veut dire, l'incendie a eu lieu, là aussi, il faudra quand les choses reviendront plus calmement, à l'occasion d'un chantier lui-même. Une donnée qui est importante, mais qui n'est pas la mienne. Alors, je vous arrête. Quelle est la vôtre? Comment? Quelle est la vôtre? Non, c'est pas mon problème. Moi, je ne suis pas juge. C'est ce que vous voulez dire. J'ai assez de soucis comme ça pour ne pas me mêler. D'accord. Mais alors, qu'est-ce que vous avez découvert de surprenant sur l'état et le fonctionnement de Notre-Dame? Par exemple, à travers le film de Jean-Jacques Hano que nous avons vu, que vous n'aimez peut-être pas ou que vous aimez, Notre-Dame brûle. Il a mis en relief les défaillances de la sécurité. Et il y a, par exemple, une incroyable légèreté qui donnait à un seul garde toutes les clés de Notre-Dame. Et le soir de l'incendie, il était en train de visiter Versailles. C'est normal, ça? Alors ça, c'est pas mon sujet. Simplement, ce que je peux dire et que je redirai calmement à partir de 2025, la première des choses, c'était que le système de sécurité et de surveillance de Notre-Dame, comme de nos monuments nationaux, est une catastrophe. Une catastrophe. On fait les gorges chaudes avec les gens les plus intelligents de la Terre. Si vous allez aujourd'hui à Notre-Dame, alors maintenant je connais évidemment Notre-Dame puisque j'y passe ma vie, pour voir l'état lamentable dans lequel étaient par exemple les chapelles latérales. Ce ne sont pas des dégâts de l'incendie, c'est l'état de Notre-Dame. Donc il n'y a pas de quoi être fier. Un état assez lamentable et un système qui est très bien rendu dans la suggestion, plus que dans l'affirmation, effectivement, dans le film de Jean Cano. Quand vous voyez, je ne sais pas si vous l'avez vu, vous voyez à 7h du matin, place de l'Hôtel de Ville, un Sénégalais qui débarque pour aller prendre son service à Notre-Dame. On se gargarise, le monument le plus visité d'Europe, etc. C'est son premier emploi, au premier jour. Premier jour, 2 heures de formation. Au passage, vous dites un Sénégalais, ça aurait pu être un Toulousain, Breton, n'importe qui commence pour la première fois. Je dis un Sénégalais parce que c'était un Sénégalais. Si ça avait été un Toulousain, j'aurais dit un Toulousain. C'est très bien de le préciser. De la même manière que c'était un Rwandais, je ne sais pas quoi, la cathédrale de Nantes. Mais tout ça, ça n'est pas sans... Alors je termine. Donc il y a nous avons l'argent. Et la deuxième chose, effectivement, c'est le délai. Pour l'argent, pour bien fixer les choses, l'État mettait 2 millions d'euros par an pour l'entretien de Notre-Dame. Voilà. Et le chantier qui était en cours, pour refaire la flèche, c'était 25 millions d'euros par an sur 5 ans. Ça vous donne une idée des choses, de la manière dont nous voyons les choses. Et 25 millions d'euros par an pour 5 ans. Pour les 2 premières années de la consolidation et de la sécurisation, nous avons dépensé 151 millions d'euros. Ça vous donne une idée. Et ça m'avait permis de dire au ministre de l'époque, qui n'avait pas du tout apprécié, en lui disant toutes ces choses-là, et je lui dis, ça devrait inciter un certain nombre de gens à un peu plus d'humilité. Ça ne lui a pas plu, mais c'était la vérité. Voilà. Et ensuite, donc, le délai qui n'a rien d'extravagant, mais qui est rendu difficile par la jungle administrative française, bien entendu. Les rivalités, sans doute, entre secteurs, etc. Et alors, on peut dire aussi la difficulté des pompiers qui ont été de véritables héros, les difficultés à accéder à Notre-Dame, parce qu'à cette heure-là, à Paris, il y avait une circulation de folle. Je crois qu'ils ont mis 30 à 40 minutes avant d'y arriver. Et puis alors, il a fallu éteindre l'incendie. Et si j'ai bien compris, les moyens de pénétrer, de renforcer l'intérieur, mais aussi de régler à l'extérieur la sécurité, les dangers du plomb. Ça a été un grand débat. Mais après. Pour revenir chez les pompiers, on le voit bien dans le film de Jean-Jacques Hano, première alerte avec le Sénégalais qui est maintenu parce que le sans-papier qui devait venir pour le remplacer n'est pas venu. Première alerte 18h17, alerte 18h17,
première goutte d'eau, 19h17. Ça aussi. Vous dites que les pompiers sont des héros, évidemment, mais ils sont entraînés et payés ils ont fait leur métier. Voilà. C'est ce que vous dites aussi des soldats. Oui, je vous ai entendu le dire. Un soldat, c'est fait pour combattre et éventuellement... Et éventuellement donner sa vie, y compris les pompiers. Donc tout ça doit être... Mais ils ont été mobilisés, ils ont été extrêmement actifs et valeureux. Ça, il faut le... Alors, vous avez parlé du plomb. Ça, c'est ce qui va arriver dans un second temps. Les dégâts sur la cathédrale Notre-Dame de Paris, en réalité, sont circonscrits à l'effondrement de la flèche, à l'incendie de la charpente, entre parenthèses, de la charpente, entre parenthèses, la voûte de la nef et du chœur a parfaitement joué son rôle de pare-feu, à l'exception de 2 voûtins. Ça veut dire que elle est restée solide. La voûte qui s'est effondrée au transept et sur les voûtins, à la croisée du transept et sur des voûtins, c'est la voûte qui avait été reconstruite par Viollet-le-Duc. Voilà. Et ce qui va passer là-dedans, c'est évidemment des bois calcinés, pour une large partie, et cette poussière de plomb, parce qu'il y avait 400 tonnes de plomb sur la couverture du Grand Comble. Et c'est ce qui fait que ce chantier est en ambiance plomb. Là aussi, j'espère, si vous me permettez cet anglicisme, qu'il y aura une legacy du chantier de Notre-Dame et qu'on aidera à avoir davantage de rationalité dans la manière, par le Code du travail ou autre, on se positionne par rapport au danger du plomb. Qui va le faire? Comment? Qui va le faire? Qui va s'en occuper? Qui va s'occuper de donner plus de rationalité? Ça, c'est le métier des ministres. C'est le métier des ministres. Donc des politiques. Mais non, c'est politique si vous voulez, mais je veux dire, gouverner, c'est ça. C'est pas laisser l'administration imposer des tonnes de textes, c'est analyser, tirer les enseignements des situations et prendre de bonnes décisions. Vous vous rendez compte que sur le chantier, chaque matin, chaque soir, les compagnons, ou moi-même, ou le président de la République, quand il va à Notre-Dame, doit mettre une combinaison, un casque, des bottes, prendre une douche en sortant, etc. Probablement, il y aurait moyen d'être un peu plus rationnel. Les entreprises me disent qu'avec toutes ces mesures, 25% du temps des compagnons est hypothéqué par le respect de ces... Chaque jour. Chaque jour. 25% des compagnons, et ça veut dire 25% du coût. Arrêtons. Arrêtons quoi? Je lance un appel au ministre, quel qu'il soit. Car comme je l'ai dit... Et au président de la République, d'ailleurs, aussi. Comme je l'ai dit dans une interview, le plomb est dangereux si on le lèche. Il faut aller sur le parvis et lécher. Les plombs émis, c'est essentiellement les petits-enfants qui mettent les mains sur les balustrades, les tableaux, etc., et qui lèchent leur truc et qui... Mais le danger est passé? Comment? Le danger est passé? Non, il n'est pas passé. Ah ouais. Il y a toujours des mesures. Alors, l'inspection du travail veille. Alors il n'y a pas de chantier plus suivi par l'inspection du travail que le chantier de Notre-Dame. Et naturellement, ça accélère les travaux. Ça les accélère, oui. Oui, mais c'est aussi il faut s'adapter aux éléments, si vous voulez. Vous savez, dans l'école de guerre, on nous apprend mode d'action ami, mode d'action ennemi. Ça, c'est un mode d'action ennemi au sens sympathique du terme, bien sûr. Et donc, on doit s'adapter, puisqu'on ne peut pas changer le code, donc on s'adapte. Alors, justement, comment votre expérience de militaire vous a aidé à gouverner ou à diriger un projet de cette ampleur? Et est-ce qu'il est possible de commander toutes ces équipes de civils, d'archéologues, d'architectes, de géologues, de charpentiers, d'artisans, de cordistes? Est-ce qu'on peut le faire comme dans l'armée? Alors évidemment, c'est le cœur du problème. Au début, je disais, on a créé une task force Notre-Dame et je suis le chef de cette task force, comme on avait fait des task force en Afghanistan, etc. La réalité, évidemment, assez différente, car les gens n'abdiquent pas leurs responsabilités, leur manière de voir, etc. Et il faut composer avec tout le monde.
pour faire en sorte que chacun marche dans le même sens. Mon combat, c'est de convaincre, et je pense qu'on y est arrivé, chacun, tous les gens qui sont réellement sur le chantier, que l'objectif 2024 est un objectif crédible, atteignable, et de tout mettre en œuvre pour y arriver. Et vous y arriverez? Est-ce que Notre-Dame sera prête pour les Jeux Olympiques de 2024? Quand on me demande si j'arriverai, je réponds, j'ai été nommé pour ça. Donc en bon soldat, je ferai en sorte qu'on y arrive. Voilà. Mais la chose, évidemment, n'est pas simple. L'outil par excellence du succès, c'est la planification. C'est-à-dire avoir une planification extrêmement rigoureuse, c'est ce que nous avons. Nous sommes maintenant dans la phase de restauration et nous avons tous les segments de cette planification qui doivent nous amener en 2024. Vous avez dit les Jeux Olympiques, contrairement à ce que des gens malveillants, bien sûr, avaient dit avec l'objectif de 5 ans, l'objectif de 5 ans n'a jamais été corrélé aux Jeux Olympiques. Pas du tout. D'ailleurs, la cathédrale ne sera pas rouverte pour les Jeux Olympiques. Mais il y a une coïncidence dans les, une coïncidence, les temps. Alors, comment vous avez trouvé un équilibre entre la restauration à l'identique souhaitée par beaucoup de gens dans le public et oser le geste architectural contemporain pour faire entrer, si c'est votre idée, la cathédrale dans le 21e et le 22e siècle? Ce n'est pas mon idée, moi je ne suis qu'un serviteur. Je ne fais que faire en sorte que les choses avancent. Le président de la République avait fait effectivement, dans sa déclaration reprise par le Premier ministre le 17 avril, après qu'il m'ait installé dans ma fonction, enfin lancé le processus au terme duquel j'allais prendre cette fonction. L'établissement public n'entrera en action que le 1er décembre. 9 mois pour le monter, ça aussi. La question, c'était... comment vous avez choisi, ou à l'identique ou oui, alors, par exemple, il avait dit, le grand débat sur la flèche. Il avait dit, il faudra un geste de modernité sur la flèche. J'étais donc dans le salon des ambassadeurs à l'Élysée, où étaient réunis tous les gens qui sont partie prenante. Il y avait donc 4 ou 5 ministres. Ouh là là. Il y avait le Premier ministre, il y avait l'archevêque de Paris et le recteur de la cathédrale. Il y avait tous les grands docteurs qu'on trouve dans ces réunions de l'État. Et il annonce qu'il faudra faire un geste de modernité sur la flèche. Et là, je me dis, mon petit Jean-Louis, les ennuis commencent. Donc, je suis allé le voir peu de temps après. Je lui ai dit, Monsieur le Président, vous avez annoncé 2 choses importantes. D'abord, délai de 5 ans, à peu près compris et admis comme raisonnable et rationnel, à ceci près qu'on le lit souvent aux Jeux Olympiques. Je dis, bon. En revanche, je sens que le geste de modernité sur la flèche, il y a quelques adhérences. Et donc, nous allons discuter jusqu'à la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, qui, le 8 juillet 2020, sur la proposition de l'établissement public et de la maîtrise d'œuvre, dont Philippe Villeneuve, l'architecte en chef, proposera à l'extérieur de la cathédrale une reconstruction à l'identique dans les matériaux d'origine, selon les règles qui s'imposent aujourd'hui dans le monde, pas seulement en France, pour la restauration des monuments historiques. Dernier état connu, quand il est documenté, document de Charte de Venise, document de Néra, et le World Heritage, puisque les rives de la Seine, donc Notre-Dame, font partie du World Heritage de l'UNESCO. Donc la flèche sera la flèche d'avant. Donc la flèche sera à l'identique. Je dois dire que j'ai été aidé dans ce combat par les projets farfelus qui ont été déversés dans les projets que l'on avait faits pour une flèche moderne, avec des espaces de coworking ou des bars sur le... Enfin, il y avait des choses extraordinaires. Donc, attendez, c'est important, c'est important. Parce que les donateurs, cette affaire-là, il
faut jamais le perdre de vue. Rien ne serait possible sans les donateurs. L'État ne met pas 1 centime d'euro dans la reconstruction de Notre-Dame. C'est intéressant. Et donc, il faut quand même tenir compte de ce qu'ils veulent. Alors, ils veulent revoir leur cathédrale. L'opinion publique, et même, j'avais dit au président, monsieur le président, je vais faire la tournée de tous les grands architectes. J'étais donc très fier, un général qui va parler à des sommités de l'architecture, et j'ai bien vu qu'il y avait un consensus général là-dessus. Voilà. Comment ça s'est passé? Et donc la flèche, on la verra émerger quand? Alors on va voir, donc je vous ai dit que nous commençons la phase de reconstruction. Ce qui va être le plus signifiant de la reconstruction, c'est évidemment la reconstruction de la flèche, puisque c'est le lieu de drame, c'est ça. Nous commençons ces jours-ci, nous avons eu des fouilles, peut-être avez-vous entendu parler des fouilles d'archéologie. Et des sarcophages. Comment? Des sarcophages. C'est vrai qu'il y en a 400? Je vais y revenir après, si vous me permettez que je termine mon histoire. Donc, nous allons monter sur le transept, 135 mètres carrés, un échafaudage de 100 mètres de haut, 600 tonnes, qui ira jusqu'au coq de la flèche, qui est à 96 mètres. Voilà. Et on verra cet échafaudage sortir dans le ciel de Paris début 2023. Voilà. Alors, on a fait des fouilles préventives, effectivement, donc ça a été un de mes... Vous savez, dans ce chantier... Toutes les semaines, j'ai un combat. Toutes les semaines. Donc là, j'ai eu l'épisode de la campagne avec l'archéologie préventive. Le débat étant, qu'est-ce qui est plus important? Le sarcophage d'un inconnu qui n'a aucun intérêt. Globalement, j'exagère bien sûr. C'est plein d'intérêt pour des grands spécialistes. D'autant plus que ça devait être un ecclésiastique. Ou respecter l'ouverture de la cathédrale en 2024. Voilà le genre de débat que nous avons eu, donc on s'était mis à peu près d'accord, patatras, on retrouve un deuxième sarcophage. Voilà, et hier on me dit, oulala, on a encore trouvé des caveaux. Bon, il y a quoi, dans 6 mois, on pourrait être encore en train de chercher les caveaux de Notre-Dame. Et moi, il y a encore, on ouvrirait en 2026. Et mon rôle, c'est ce que j'appelais mes MA et mes ME, c'est de faire en sorte que chacun soit bien dans l'esprit de la reconstruction. J'apprécie le fait que l'on découvre, je ne dis pas des secrets, mais les coulisses, les grandes décisions concernant Notre-Dame. Et puis j'ai 2 ou 3 questions simples avant de donner la parole à nos amis étudiants. Il paraît qu'il vous a fallu 1000 chênes que vous deviez trouver dans les forêts privées ou publiques pour reconstituer la charpente, c'est vrai? 1000 chênes? Non. 1200. 2300. Ah, il faut 1000 chênes pour la flèche et le transept, car la flèche est en bois et en plomb. Il faut des chênes très longs que nous sommes allés chercher dans la forêt de Bercé, du côté du Mans. Nous avons abattu, nous devons les sécher, et ces chênes doivent respecter des caractéristiques très fortes. Ils ont été sélectionnés. Mais d'ailleurs, Madame Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, s'était rendue en grand équipage dans la forêt de Bercé avec 150 caméras, etc., planter quelque chose dans le chêne, premier chêne, et patatras, quand on a ouvert le chêne, il y avait un cœur absolument horrible, chêne pourri. Quelle coïncidence! Quelle coïncidence! Qui n'a pas dû vous déplaire. Bon. Non. Moi, je n'ai pas de sentiment. Oui. Vous appliquez, vous décidez. À quel moment on pourra entendre l'orgue extraordinaire qui compte, d'après ce que l'on m'a dit, 8000 tuyaux de métal et de bois? Et est-ce qu'on retrouvera le son d'autrefois que nous apprécions tellement? Alors, le chantier de l'orgue, c'est un chantier magnifique, absolument magnifique, qui est conduit, c'est intéressant de le savoir, ça, hein. Le facteur d'orgue, pas le facteur d'orgue, mais ceci, en fait, il a pris de tous les facteurs d'orgue, c'est un chilo-italo-allemand qui maintenant habite en France. Et Alberto Di Maggio, quelque chose comme ça, qui conduit cette affaire. Nous avons envoyé notre orgue chez 4 facteurs d'orgue en France. Qu'est-ce qu'un facteur d'orgue? C'est les gens c'est le plombier des orgues. On ne dit pas plombier. Ils ont l'artiste des orgues. On dit facteur d'orgue.
Vous savez que je suis devenu très savant. Hein. On le voit, on le voit. Vous savez, et encore. Le règlement de discipline générale militaire, dans son article 9, dit, je crois, tout militaire s'instruit pour tenir son poste avec compétence. Donc, j'ai fait en sorte... On va l'appliquer pour nous aussi, civils. J'ai fait en sorte de tenir mon poste. Mais ce serait difficile. Donc, on a démonté l'orgue, hein, les 1000 jeux, et les tuyaux et les 115 jeux. On les a envoyés dans 4 facteurs d'orgue, dans l'Hérault à Lodève, dans le Vaucluse, dans la Corrèze et le 4e m'échappe, et ils reviendront dans la cathédrale pour la remonter en octobre 2023. Et ça, c'est réglé comme du papier à musique, et il faudra 6 mois pour harmoniser l'orgue dans le silence de la nuit et de la cathédrale. Voilà. On pourra venir écouter les répétitions? Non. Alors, attendez, je termine sur l'orgue. Du coup, vous m'avez coupé. Non, l'orgue, oui, oui. Qui n'avait pas été tellement détruite par l'incendie. Oui, voilà ce que je voulais vous dire. L'orgue, en réalité, moi, ce qui m'a frappé quand je suis rentré dans la cathédrale le surlendemain de l'incendie, la tête bourdonnante des storytelling qu'on avait entendus des uns et des autres, moi vivant, etc., c'est que vous rentriez dans la cathédrale, si vous ne regardiez pas au sol les bois calcinés de la charpente, si vous ne regardiez pas le trou du transept et les 2 voûtins de la nef qui étaient, vous avez l'impression que l'archevêque allait rentrer pour célébrer sa messe. Hein. Vous aviez 1300, dit-on, il change toujours de chiffre, œuvres d'art dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Aucune œuvre d'art n'a été détruite, aucune flamme n'est venue lécher l'aimé, vous savez ce que c'est que l'aimé, les tableaux, etc., le vœu de Louis XIII, le somptueux pourtour extérieur de l'abside, dans le chœur, etc. Et l'orgue, l'impression, mais tout ça a reçu de la poussière de plomb. Et donc l'orgue, il fallait lui enlever, comme un petit peu dans un canon de fusil, avec des écouvillons, la poussière de plomb qu'il y a dedans, sans qu'on sache d'ailleurs exactement quel est le niveau de poussière de plomb qu'il y a dans les tuyaux. Vous avez dit que chaque semaine, vous avez un combat. Chaque semaine. Bon, lundi, quel est le combat de la semaine prochaine? Alors, le combat, comment dirais-je, la caractéristique de ces combats, c'est que ils nous prennent, ils nous tombent dessus sans prévenir. Donc, non, le combat qui se repointe, c'est la tentative qu'on m'a signalée hier des archéologues de prolonger encore les fouilles parce qu'il y a 3 malheureux caveaux qui ont été trouvés, etc. Il y a, vous l'avez dit, enterré sous le sol de Notre-Dame à peu près 400 personnes. Donc si on veut, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut déterrer les 400 sarcophages ou est-ce qu'on veut reconstruire Notre-Dame? Voilà le genre de débat qu'il faut poser. Et je réponds, nous sommes là pour reconstruire Notre-Dame. Alors, je rappelle d'ailleurs que, contrairement à ce qu'a expliqué la même ministre qui était venue en grand équipage... et avec une grande compétence... pour saluer les découvertes absolument extraordinaires des fouilles de transept, je rappelle quand même qu'il y avait 8 sarcophages qui avaient été déjà trouvés par Viollet-le-Duc, que ces 8 sarcophages sont enterrés, enfin ces 8 personnes sont enterrées dans la cathédrale aujourd'hui, et qu'il y avait déjà des morceaux du fameux jubé qui avait été détruit au XVIIIe pour faire le vœu de Louis XIII au Louvre. Donc je ne comprenais pas ce déploiement médiatique, mais pas évidemment parce que c'était au-delà de ma capacité de compréhension. Alors quand tout sera fini, à qui vous allez remettre les clés de Notre-Dame? La question ne se pose pas une seconde. Moi, je le dis. À Bernard Arnault et à François Pinault. Pas du tout. Non, non. Ils auront simplement fait une belle François œuvre Pinault, pour la France, 200 millions, 100 et le millions. salut de leur âme. Non, les clés de la cathédrale, je les remettrai à l'archevêque de Paris. Avec un dans double... le respect des règles, etc. Entre l'affectataire, loi 1905-1907, et
le propriétaire, l'État. Et vous ferez un double pour Emmanuel Macron? Écoutez, S'il veut visiter un cachette la nuit, je sais pas. On verra. Ah. Alors maintenant, les étudiants. Mais peut-être que je prendrai une ou deux questions de la salle. Là, si vous voulez m'en poser une, Maître Jacob, réfléchissez, vous allez m'en poser une tout à l'heure. Qui parlerait, là? Qui a envie de poser? Vous avez la chance d'avoir le général Georges là. Je vous en prie. Qui ont été restaurées par Viollet-le-Duc. Est-ce que là aussi, il y aura une politique de restauration à l'identique, ou est-ce que, par exemple, si on découvre des éléments médiévaux sous la couche de Viollet-le-Duc, sous les éléments de Viollet-le-Duc, l'idée étant, est-ce que cette cathédrale doit rester absolument dans l'écrin de Viollet-le-Duc, ou si à l'occasion des travaux que vous faites et des découvertes que vous faites, il n'y aurait pas une réévaluation historique du décor de la cathédrale? Je vous remercie, monsieur, de poser cette question, car vous ouvrez sur un sujet que l'immense Jean-Pierre Elkabbach n'a pas effleuré. Il n'a pas terminé, pas de précipitation. Vous pourrez... Et puis je ne suis pas aux ordres, moi je suis un civil. Vous posez la question de l'aménagement intérieur. Voilà. Et vous posez la question des rapports entre l'État propriétaire, la culture et l'archevêque, qui est, à mon sens, et je l'ai dit de manière très claire, ce qui n'a pas plu à tout le monde, est quand même celui qui doit avoir la voix prépondérante pour expliquer comment il veut organiser sa cathédrale pour le culte catholique. Voilà. Dans une république laïque, conformément à la loi de 1905. Voilà. Le débat s'est posé. Donc, le précédent archevêque, Monseigneur Aupetit, avait proposé essentiellement trois choses. Transformer les chapelles latérales en un parcours catéchuménal. Vous savez qu'il y a 7 chapelles nord-sud dans la nef, 14 chapelles autour du chœur. Les chapelles autour du chœur ont gardé le décor de Viollet-le-Duc, il n'y a rien dessous. Et les chapelles de la nef ont été, dans les années 60, je ne sais pas quel mot trouver, en tout cas, à l'époque, on a enlevé les peintures de Viollet-le-Duc. Voilà. Et là, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, pour parler le jargon de ces personnes, c'est l'axialité liturgique, c'est-à-dire reconstituer un axe avec un baptistère, qu'il n'y en a pas actuellement, un ambon et un autel, car quand je dis qu'aucune œuvre d'art n'a été détruite, en réalité, la flèche a détruit l'autel de Touré. Et derrière, un tabernacle. Heureusement, il n'y avait pas de tabernacle dans l'axe de la cathédrale. Et au fond, dans la chapelle axiale de l'abside, la couronne d'épines. Voilà. Et la troisième chose, c'est les bancs, avec des idées grandioses qui ont été battues en brèche par des fuites organisées savamment, par des lâches, et, si vous me permettez, des emmerdeurs patentés. Donc un grand débat sur les bancs connectés, etc., etc., etc. Donc c'est tout ça qui est en cours. Derrière ça, il y a le combat, enfin il y a la nécessité de saisir cette occasion pour adapter la cathédrale à la liturgie contemporaine. Et il y a ensuite la volonté qu'on trouve beaucoup dans les milieux culturels de l'art conservateur, l'architecte, etc., de reconstruire la cathédrale de Viollet-le-Duc, c'est-à-dire de revenir à 1864. C'est les gens que j'appelle les viollet-ducistes de stricte observance. Les intégristes. Comment? Les intégristes. Intégristes du truc. Alors, par exemple, un combat très amusant qu'on a fini par... C'est ça les combats. Vous avez dans la cathédrale 9 confessionnaux dessinés par Viollet-le-Duc. Ils sont dans les chapelles latérales. Ces confessionnaux, dans l'église actuelle, ne servent à rien, puisqu'à Notre-Dame, qui avait confession en permanence, toute la journée, il y avait une petite chapelle dédiée, etc. Donc l'idée d'enlever ces confessionnaux pour libérer de l'espace pour adapter
la chapelle au parcours catéchuménal allait de soi. Mais alors, vous n'imaginez pas les cris de douleur des violets du 6, de stricte observance, à l'idée qu'on puisse enlever un confessionnal qui ne sert à rien. Comme toujours, ça se termine par une poire coupée en deux. Alors je crois qu'on en garde 4 en bas, on en monte 5 dans les tribunes. Voilà le genre de choses, si vous voulez. Et encore une fois, moi je ne suis pas là pour dire voilà ce qu'il faut faire. Je suis là pour faire en sorte qu'on fasse. Il y a quelques questions avant d'arriver aux étudiants. Vous? Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui. Vous? Madame? Attendez le micro, madame, en blanc. Et ensuite vous. Et en même temps, après les étudiants. Où sont-ils? Voilà. Il y en a qu'un. Vous avez du courage, hein. C'est vous qu'on a forcé à y aller. Oui. Merci. Alors, compte tenu, bonjour, compte tenu du thème prendre le temps de cette cité de la réussite, est-ce que vous pensez, compte tenu de cette immense l'ampleur de ce travail, vous pensez que le temps, c'est bien qu'il soit circonscrit dans un délai fixe et de mener vos troupes dans la rapidité pour gagner le calendrier, ou est-ce que vous pensez que vous auriez besoin de plus de temps, voire un temps infini pour améliorer encore davantage cette œuvre parisienne magnifique? Je conteste le mot de rapidité. Parce que dans le mot de rapidité, il y a une critique que j'ai entendue. Il faut faire vite, rapidité, en plus c'est un militaire, etc. La cathédrale Notre-Dame de Paris, si vous l'aviez sortie du schéma Code du travail, Code des monuments historiques, Code des marchés publics, pour faciliter les choses, vous auriez confié le trajet à une grande entreprise. La cathédrale de Paris a été reconstruite en 3 ans dans des conditions de sécurité totales. Mais je ne dis pas ça pour polémiquer, mais je veux dire par là, parce que de quoi s'agit-il en fait? Il s'agit de reconstruire la voûte du transept et la flèche, et refaire la charpente à l'identique et la couverture du grand cône, et puis nettoyer à l'intérieur, curer, etc. Le délai de 5 ans n'a rien d'extravagant, et parce que derrière pas vous bien évidemment, mais derrière les remarques de ce type, il est en train de bâcler ce truc-là. On bâcle, on l'a confié à des incultes. Vous vous rendez compte, on a laissé un général. Enfin, tout ça est stupide. Je crois que vous comprenez. Vous aviez il y a 3 semaines dans Le Point un article très intéressant dont je fais maintenant mon miel sur la longueur des chantiers en France. Il a fallu 46 ans, disait cet article, pour construire les 300 km du TGV Bordeaux-Tours. Mais c'est scandaleux. Vous regardez... Vous étiez pris à ce moment-là, vous étiez en Afghanistan, sinon ça serait allé plus vite. On vient de renoncer pour la 5e ou 6e fois au projet du Roissy Express, qui a été sorti pour la première fois il y a 20 ans, et qui était d'ailleurs un des éléments de la décision d'attribution des Jeux Olympiques à Paris. De la même manière, on a renoncé à la prolongation de la ligne du métro 16, et ainsi de suite. Mais il y en a par-dessus la tête de ces chantiers qui durent des années et des années. Donc, de temps en temps, il faut dire, on est là pour construire aujourd'hui, et pour les gens qui sont là. Et s'agissant de la cathédrale Notre-Dame de Paris, ce n'est pas un musée, ce n'est pas un monument gothique, c'est d'abord une église catholique qui a une fonction sociale. Donc il faut la rendre. Et quand on m'explique qu'il faut rouvrir les fouilles pour aller chercher le sarcophage d'un brave homme, parce qu'il y a du tissu, mon général, vous vous rendez compte? Tissu, il faut qu'on aille voir ce que c'est que ce tissu. Vous savez, c'est comme les espèces de prunes, je ne sais pas quoi, qui ont arrêté pendant 5 ans la construction de l'autoroute Le Mans-Tours. 5 ans. Alors je sais bien... Mais qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui donne ces retards? Ben, c'est les lois, c'est les groupes de lobby, etc. Voilà, moi, il y a des gens dont le métier consiste à empêcher les choses d'avancer. Alors il faut respecter, évidemment, les règles.
faut respecter les règles écologiques, il faut respecter le monument, mais respecter le monument, ça ne veut pas dire qu'il faut 20 ans pour reconstruire Notre-Dame de Paris. Regardez, Strasbourg, pendant 20 ans, on a laissé les échafaudages sur la façade de la cathédrale. Il a suffi qu'un ministre arrive, en l'occurrence Jack Lang, pour dire « j'enlève les échafaudages ». Ça veut bien dire qu'on aurait pu prendre la décision avant. Donc il faut qu'il y ait des gens qui disent « on avance ». Voilà. Ce sera intéressant de savoir comment décider pour réduire les recours opposés aux éoliennes. Ah mais on peut avoir... C'est un autre problème. Hein? Mais moi, je peux avoir demain matin un recours d'une entreprise qui dit « vous ne m'avez pas attribué le marché, c'est un scandale et on prend 6 mois ». Oui. Monsieur. Mon général, vous avez rappelé le phénomène national... Et mettez un peu loin du micro, voilà, oui. Non, vous avez rappelé le véritable phénomène national de l'ampleur de cet incendie sur l'esprit général. Hein. C'est-à-dire qu'en France, ça a été vraiment quelque chose dont tout le monde se souvient. La reconstruction, vous en êtes le maître, mais néanmoins, 6% des Français, selon l'IFOP, sont catholiques pratiquants. C'est un lieu de culte, vous l'avez dit vous-même. Est-ce que, dans ce qui va se passer une fois que les clés seront remises et que l'édifice va resservir, quoi que ce soit est entrepris pour que, justement, il y ait cette espèce de lien entre l'édifice en lui-même, le rôle qu'il joue, au-delà de son rôle de musée, dans la France d'aujourd'hui, puisque la France d'aujourd'hui, elle n'est pas celle du XIVe siècle, elle est multiple, et je trouve qu'il y a quelque chose à faire aussi en prenant le temps de réfléchir à la vertu et au rôle que joue Notre-Dame, et vous-même, catholique, qui faites partie de ces 6%, est-ce que vous entreprenez des choses dans ce... Je fais même partie des 3% de catholiques pratiquants. 6,6% des catholiques pratiquants. Qui vont à la messe tous les dimanches, 3%. Alors, c'est une vraie question, mais c'est la question de l'archevêque, d'ailleurs. Et Monseigneur Aupetit y a répondu très exactement à la question que vous posez avec son parcours catéchuménal. C'est-à-dire, il a dit, il y a 13 millions de gens qui rentrent dans cette cathédrale. Il faut que, quand ils déambulent dans la cathédrale, on leur donne l'occasion d'être touchés par le mystère de Dieu, de l'incarnation, etc. D'où son idée de faire, en partant du nord, vous savez qu'on rentrait à la cathédrale par le sud, ce qui est une hérésie. La rose nord, c'est l'Ancien Testament. La rose sud, c'est le Nouveau Testament, donc on va des temps obscurs à l'incarnation et à la résurrection. Et donc, je fais un parcours catéchuménal. Donc, la première chapelle sera le livre, la Genèse, la seconde sera les prophètes, etc., etc. Puis on revient de l'autre côté par les missions, et on termine par Laudate Si, l'écologie. Vous voyez, tout est prévu. Bon, et ça répond exactement à ça. Voilà. Cela dit, moi je suis donc un catholique pratiquant, je vais aller beaucoup à la messe à Notre-Dame, Notre-Dame de Paris. Pour ses offices, l'église est pleine à chaque fois, hein, pleine à chaque fois, de gens qui vont à la messe. Hein, voilà, mais effectivement, mais c'était vraiment le souci de l'archevêque, de dire que faire pour les 13 millions de... Voilà. Mais il ne faut pas non plus exagérer. On est là d'abord pour célébrer le mystère eucharistique. Du coup, bonjour. Vous vous présentez? Oui, donc Thomas Moisy. Donc, je suis étudiant en ingénierie aéronautique. Et la première question, monsieur Alcabache a bien fait son travail de journaliste, donc mes questions ont déjà été posées en partie. Une première question que j'aurais pour vous, comment vous avez vécu le fait d'être nommé à cette direction? Et est-ce que vos équipes, vous les avez choisies? Ou est-ce qu'on vous les a données? Alors, comment j'ai vécu ça? Moi, je suis un soldat, on me dit lève-toi et marche. Je me lève et marche, si vous voulez. On me donne, voilà. J'étais à la retraite. Et comme me disait une de mes amies, il vaut mieux les ennuis que l'ennui. Donc... Alors là, vous êtes gâté. Donc là, j'ai été gâté au-delà de toute espérance. C'est un défi. Je crois que citer de la réussite, etc., je crois que l'homme et la femme, l'être humain, la personne, se réalise pleinement lorsqu'elle relève des défis.
Pour moi, c'est un vrai défi, franchement. C'est un défi, le premier étant de se faire admettre par la communauté des docteurs, si je puis dire, qui évidemment, qu'est-ce que c'est que ce type qui vient nous expliquer comment reconstruire une cathédrale, quoi. C'est-à-dire mélanger la souplesse et en même temps l'autorité, voilà, à la faire accepter. Oui. Mais alors, en tout cas, aujourd'hui, il y a une chose dont je suis sûr, c'est qu'on va y arriver en 5 ans. En tout cas, si on n'arrive pas, on n'arrivera pas très loin. Mais ce dont je suis sûr, c'est que si j'étais pas là, on était parti pour 15 ans. Bon. Alors, est-ce que j'ai choisi mon équipe? La réponse est non. Et alors, ça dépend de ce qu'on appelle l'équipe. Je parlais tout à l'heure de task force. Ce qui est important dans un chantier, c'est la maîtrise d'ouvrage. Chez moi, avec mes 30 personnes, là, j'ai choisi ces 30 personnes. Mais il y a une maîtrise d'œuvre que je n'ai pas choisie. La maîtrise d'œuvre pour les chantiers des monuments historiques, c'est le monopole des architectes en chef des monuments historiques. Autrement dit, je n'ai pas choisi la force active sur le chantier. Et puis, cette question n'a pas été évoquée encore. Je disais que j'étais le chantier le plus contrôlé par l'inspection du travail. Je suis aussi le chantier le plus contrôlé par différents organes de contrôle de l'État. Il y a une semaine, j'étais à la Cour des comptes. La semaine prochaine, j'ai le conseil d'administration, avec le préfet d'Île-de-France, des personnalités qualifiées, etc. Et chacun apporte sa contribution, pour dire les choses. Avec compétence ? Avec une compétence énorme, puisque ce sont des hauts fonctionnaires français. Donc la semaine prochaine, j'ai le comité des donateurs, c'est-à-dire que nous informons les donateurs de ce que nous faisons de leur argent. J'ai le conseil d'administration, et puis j'avais encore, il y a 10 jours, le conseil scientifique. C'est des grands docteurs auxquels je parle et qui me disent, mon général, etc., on devrait faire comme ci, on devrait faire comme ça, etc. Voilà. Donc c'est l'art du commandement, et ça, c'est utile. Et en dépit de ça... Pour arriver à faire travailler tous ces gens sans se laisser détourner de la mission, car les militaires, nous avons le culte de notre mission, qui est de terminer cette affaire dans les délais qu'on nous a donnés. Mais en dépit de la présence de ces corporatismes très soucieux de ce que vous faites, est-ce que vous vous sentez libre dans l'action que vous menez ? Malgré les contrôles. Vous savez, moi j'applique les principes de la guerre de Foch. Parmi les principes de la guerre, il y en a un qui est fondamental, c'est assurer sa liberté d'action. C'est-à-dire, à partir des données d'un problème, il faut réfléchir pour construire sa liberté d'action aussi loin qu'on le peut, et c'est ce que je fais. Voilà, c'est pas la peine de me battre contre les équipages ministériels quand ils viennent voir les trucs. Je dis Madame la ministre ou Monsieur le ministre, grandiose, etc. Bon, parce que ça n'influe pas sur la marche, enfin, dans une certaine limite. Mais pour le reste, à l'intérieur de sa liberté d'action, qui est une conquête permanente, j'arrive à... mais ça passe beaucoup par la manière dont on arrive à tisser des liens, notamment avec la maîtrise d'œuvre, les architectes, etc., à se faire reconnaître par eux et à se faire accepter par eux. D'où la nécessité de parler leur langage, quand ils me disent... les langages de chacun. Voilà. Devant la Cour des comptes, devant le Conseil d'administration. La Cour des comptes, comme je suis état-major des armées, j'y avais affaire tous les matins. Mais pas tous les matins, mais je veux dire, ça je connais, le Conseil d'État, etc. Mais les gens de la culture, tous ces gens très chics, mais au sens très juste du terme, il faut quand même les considérer, mais ce qui est normal d'ailleurs. C'est donc une philosophie de l'action, hein, et en même temps, c'est la maîtrise des contraintes qui donne cette forme de liberté. C'est ce que j'appelais les MA et les ME, les modes d'action amis et les modes d'action ennemis. Ça a été rappelé tout à l'heure au niveau des donateurs et des montants. Enfin, vous n'avez pas ignoré, j'imagine, les polémiques qui ont pu émerger sur la générosité qui avait été...
qui étaient soi-disant choisis par ces grands milliardaires. Qu'est-ce que vous pensez de ça, de tous ces mouvements qu'il y a eu derrière autour des grands chèques donnés là-dessus, pas sur d'autres thèmes de la société? Vous savez, il faut choisir ses sujets et ses combats. J'ai complètement ignoré ça. Ça ne m'intéresse pas, ça n'influe pas sur la marche de mon chantier, ça ne m'intéresse pas. Je regrette, mais sinon aussi. Vous savez, si vous avancez à la moindre polémique qu'il y a dans la presse, je ne serais plus là aujourd'hui. Et il y a un autre élément qui était... vous avez fait Saint-Cyr, vous avez... après l'avoir fait, vous êtes retourné pour commander. Est-ce que pour vous, défendre la patrie en tant que soldat ou à la tête de grands projets comme ça, pour vous, c'était un prolongement de votre carrière qui s'imposait en tant que tel? Ou c'est plus, comme vous avez dit, il fallait juste pas s'ennuyer et aller chercher d'autres... Non, je n'ai pas dit que j'ai fait ça pour pas m'ennuyer. En tout cas, ce que je constate dans l'exercice de cette responsabilité que m'a donnée le président de la République, tout l'art du commandement que j'ai appris dans ma carrière militaire, la manière de conduire les gens, de les amener sur un objectif, etc., est extrêmement précieuse. Et il n'y a pas un leadership civil et un leadership militaire. Il y a un leadership qui consiste à imposer des règles et à imposer une planification, un tempo, etc. Bon, là, cette différence, c'est que chez les militaires, ceci peut conduire à sacrifier la vie des gens. Donc là, il n'en est évidemment pas question. Mais vous savez, les ressorts humains du commandement sont les mêmes partout, dans l'entreprise, dans l'armée, etc. Quels éléments, ou quelles valeurs, plutôt de ce que vous avez pu apprendre dans votre carrière ou l'idéal de l'officier que vous avez pu avoir, vous servent aujourd'hui? C'est compliqué, ça. Il y a d'abord la capacité de définir un objectif clair. Vous savez, j'aimais beaucoup, quand on nous a appris à Saint-Cyr, quand on disait le chef, c'est celui qui montre l'objectif. Vous savez, c'est fous nous la paix commande. C'est-à-dire dire aux gens, voilà l'objectif, voilà comment nous allons y aller, et de définir l'espace-temps. Et ça, c'est extrêmement utile. La deuxième aussi, c'est ce qu'on apprend bien dans l'armée, c'est le respect des gens. Il faut respecter chacun dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait. Alors, a fortiori, moi, dans cette fonction-là, j'ai évidemment pas le monopole de la connaissance, donc il faut être humble. D'ailleurs, c'est une chose qu'on apprend, plus on avance dans les responsabilités, mieux on le comprend, on l'apprend, il faut être extrêmement humble. Il faut d'abord être extrêmement clair, parler fort, clair, tout en étant humble, parce que sinon on se casse la gueule. Voilà. Et puis, cette rigueur de la planification. Alors c'est vrai que dans l'armée, mais l'armée, vous savez, elle est recrutée parmi les civils, elle évolue comme le reste de la société, hein. Mais il y a cette notion de disponibilité 24 heures sur 24. 35 heures, on ne connaît pas, etc. Dans le monde civil, c'est différent. J'arrête le vendredi midi parce que je dois rejoindre je sais pas quoi, machin truc. Il n'y a pas la même disponibilité, encore que, on a eu des problèmes d'intempéries à un moment donné, fin 2019, et on était en train de démonter l'échafaudage qu'on voyait dans Paris, là, qui était sinistré. Les compagnons eux-mêmes ont proposé, alors évidemment ils ont été payés, de travailler la nuit. Il y a quand même quelques gestes. Ce qui me frappe beaucoup sur ce chantier, c'est la fierté des jeunes compagnons. On appelle compagnons tous les ouvriers qui travaillent là-dessus, qui sont sur ce chantier. Ils sont très fiers de faire Notre-Dame, ils sont très fiers qu'on parle d'eux, vraiment très fiers. Et ça, c'est un atout aussi. Vous pouvez citer un cas, madame va poser la question, un cas dans votre carrière militaire où justement vous avez appliqué la planification, le commandement, la distribution des responsabilités. Est-ce que c'est la Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est l'Afghanistan, des moments où vous avez été, ou des otages? À quel moment vous avez été confronté à la vie et à la mort et qu'il fallait y répondre, parfois en improvisant et parfois au nom d'une organisation, une planification? D'abord, la vie militaire, c'est
comment dirais-je, les 24 heures sur 24, ce n'est pas toujours des situations de guerre. Hein. Moi, j'appartiens à une génération qui n'a pas connu de grande guerre. Moi, je rentre à Saint-Cyr en 67, je quitte l'armée en 2010. Je n'ai pas connu de grande guerre. J'ai connu des opérations extérieures que j'ai dirigées comme chef d'état-major des armées. C'est les petites guerres, alors. Comment? Il y a des petites guerres et des grandes guerres. Quand elles sont sur le territoire, le continent européen, c'est une grande guerre. Quand elles sont en Afghanistan, au Proche-Orient, c'est des petites guerres, quoi. Il y a des opérations extérieures. Mais il n'empêche qu'il y a parfois des décisions importantes qu'il faut prendre et dont on sait qu'on met en jeu la vie des gens. Et là, il ne faut pas trembler. Il ne faut pas faire de sentimentalisme. Il faut prendre la décision par rapport à la mission que l'on a reçue. Ça c'est, j'allais dire, du baratin. Donnez-nous un exemple. Comment? Donnez-nous un exemple. Bah, je le force un peu à parler de ça parce que je connais un peu son destin militaire et je suis tout timide devant lui. Et en même temps, j'ai beaucoup d'affection pour lui et d'admiration. Alors, je veux qu'il dise un exemple. Bah, j'en ai plusieurs, si vous voulez, qui me viennent à l'esprit. Par exemple, quand on a eu à Birao, au confluent de la Centrafrique, du Soudan et du Tchad, comment dirais-je, des commandos, enfin des groupes rebelles centrafricains qui avaient pris en otage des soldats français, que j'ai envoyés de nuit, des CRAP, c'est-à-dire des commandos de recherche des forces spéciales dans la profondeur, qu'on a largués dans la nuit sans trop savoir ce qu'il y avait sur l'aéroport, sur la zone en question. Quand on prend cette décision, on sait que les gens qu'on envoie, ils peuvent y rester. Périr. Mais il faut y aller. Ouais. Que beaucoup de gens viennent voir, mon général, il ne faut pas faire ça, vous ne vous rendez pas compte. Parce que il faut être très blindé contre les conseillers permanents. Hein. Et à Notre-Dame, c'est pareil. Eh bien, vous demandez au président de la République, si vous faites l'opération, vous lui dites premièrement, deuxièmement, troisièmement, quelle hypothèse vous choisissez avec moi? Un président de la République, on lui propose des options. Option 1, option 2, option 3. Et dans chaque option qu'on lui propose, on lui fait une analyse des risques. On lui dit, voilà, cette option, elle est risquée. On risque de... Il y a une prise d'otage, qu'est-ce que vous dites? Comment? Une prise d'otage. Une prise d'otage... Dans l'océan Indien, par exemple. Une prise d'otage à la corne de l'océan Indien. Je lui dis, Monsieur le Président, si, par exemple, un exemple concret, si nous ne donnons pas un assaut maintenant, dans 3 mois, dans 3 heures, ça ne sera plus possible. On n'aura plus aucune chance de les libérer. Mais là, si on le fait, on a des risques sérieux de faire détruire notre commando. Et c'est là où, vous savez, c'est la relation humaine entre lui et moi, quoi. Enfin, entre le président et le chef d'état-major des armées. Bon, j'ai fait ça beaucoup avec Sarkozy, puisque c'est lui qui était président quand j'étais chef d'état-major des armées. J'ai toujours observé que dans ces situations-là, les présidents prennent véritablement leur responsabilité. Et la mesure de leur fonction et de leur rôle. Oui, on pourrait parler longtemps. Madame. Oui, bonjour. Je suis une naïve, pas intéressée par l'histoire et Notre-Dame, naïve en termes de travaux publics notamment. Et je me souviens qu'il a été évoqué à un moment de faire une charpente métallique comme ça avait été fait pour le Parlement de Rennes. Je voulais savoir si cette option avait été analysée et si elle a été rejetée, pour quelle raison. Alors, toutes les options ont été évidemment regardées. Mais très vite, l'idée de reconstruire à l'identique s'est imposée dans les travaux. Les architectes, parce que c'est les architectes de la maîtrise d'œuvre qui ont été très vite, ont poussé les feux pour reconstruire à l'identique dans l'esprit Charte de Venise, document de NERA, World Heritage. Voilà. Et alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le système de décision est quand même assez complexe en France. Hein. Vous avez une commission nationale du patrimoine et de l'architecture, vous connaissez peut-être, non? Bon. Tous les monuments historiques, il y a 45 000 monuments historiques en France. Chaque fois que vous avez un chantier sur un monument historique, vous devez présenter votre projet
d'amélioration, de reconstruction, etc., à la CNPA. Vous devez dire, voilà ce que je propose, voilà ce que je souhaite faire. Et la CNPA est composée d'une 60aine de membres qui écoutent, chacun explique, qui se retire sous sa tente et rend un oracle en disant « je valide ou je ne valide pas », mais, c'est toujours très subtil, c'est un avis. C'est-à-dire, ce n'est pas un ordre, ce n'est pas une décision. Mais en réalité, si vous voulez, c'est assez compliqué d'aller contre ce qu'a dit la CNPA. Mais il y a des exemples illustres. Par exemple, la CNPA avait donné un avis négatif pour la pyramide du Louvre et un avis négatif pour les colonnes de Buren. Vous voyez, le président de la République, et à mon sens, c'est normal. Le chef de l'État a quand même le droit de dire, dans certaines circonstances, ce qui lui paraît le meilleur, s'il l'estime nécessaire. Ce qui avait été le cas avec François Mitterrand et la pyramide du Louvre et les colonnes de Buren. Voilà. Donc on présente et ça se passe comme ça. Et la CNPA peut donner un avis ou peut dire il faut que vous approfondissiez et que vous étudiez davantage telle ou telle option. Et dans l'avis qu'elle a donné sur la reconstruction identique, c'est quoi? C'est la flèche, plomb, bois, la charpente, chêne, et la couverture du grand comble en plomb. Et elle a donné son aval pour les trois. Elle a demandé simplement d'étudier davantage les mesures de sécurité pour l'option du bois pour la charpente. Quant à la couverture en plomb, évidemment, nous nous sommes lancés dans des travaux et des études considérables qui vont faire d'ailleurs progresser les choses pour que les règles de l'environnement soient parfaitement respectées. Notamment, on va innover puisque, pour vous donner un exemple, nous allons récupérer toutes les eaux de ruissellement qui passent sur le toit en plomb et qui peuvent amener des particules de plomb. Nous allons les récupérer en bas, nous allons les traiter et ensuite seulement on les rejettera dans la Seine. Pour vous dire. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Ouais. Si, elle a été évoquée mais pas retenue. Elle a été évoquée mais rapidement écartée parce que le consensus s'est assez fait très vite sur le... Oui. Vous, étudiants, qui êtes à la fois l'ensemble des étudiants, et probablement leur porte-parole, allez-y. L'armée a la capacité de former des ingénieurs, de former des architectes. L'armée forme tout, des cuisiniers, des ingénieurs, des architectes. Forme même tout. Il ne peut pas être cuisinier. Et la question que je me pose, c'est pourquoi mettre uniquement un général à la tête, et est-ce que l'option du tout militaire pour la reconstruction au niveau des ingénieurs, etc., est-ce qu'il ça aurait pu être envisageable de mettre des ingénieurs militaires, enfin de faire ça à la méthode militaire pour éviter le problème des 35 heures, par exemple, ou tous les autres problèmes qui se posent? Je crois, monsieur, que vous n'avez pas saisi complètement l'aspiration qui était... Vous êtes ingénieur, vous allez être ingénieur. Donc vous avez un raisonnement d'ingénieur. Il faudra qu'il change alors. Hein. Comment? Il faudra qu'il change, qu'il innove, qu'il ne reste pas dans les canons. Je ne me considère pas dans un métier d'ingénieur. Je me considère comme quelqu'un qui doit faire aboutir un projet global. Voilà. Et je dois être capable de lutter contre tout ce qui s'oppose à la réalisation de ce projet. Ce n'est pas un travail d'ingénieur, ça. Non, mais ce qui veut dire, si j'ai bien compris, ce qu'il veut dire, que si vous aviez eu 30 ou 40 militaires sous vos ordres, est-ce que ça serait allé plus vite? Non, c'est pas ce que vous avez dit. Si vous aviez une équipe d'ingénieurs qui était formée par avec l'armée. moi. Oui. Impossible. Lieutenant, capitaine, commandant, tous, garde à vous, hop, on y va. C'est ce que j'ai répondu. Des commandos. C'est impossible parce que les architectes doivent être des architectes en chef des monuments historiques. C'est le code des monuments des... Vous voyez, dans mon établissement public, il n'y a aucune dérogation, ni au code du travail, ce qui est normal d'ailleurs. Il n'y a pas de raison qu'on ne respecte pas
le code du travail, qu'on expose la vie des gens, etc. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je parle du manière générale, puisque c'est enregistré, ce truc-là. Allez-y. Deuxièmement, le code des marchés publics. Et troisièmement, le code des monuments historiques, qui passe d'ailleurs par le monopole des ACMH pour là-dessus. Je vous en prie, madame. Mais ceci dit, mon directeur général délégué est un ingénieur général de l'armement. Un homme absolument remarquable, Philippe Jost, qui, heureusement que je l'ai. Alors lui, il est clairement sur ce métier. Et il avait déjà travaillé avec vous? Oui. C'est dommage que vous n'en ayez pas plus, davantage. Madame. Vous avez parlé tout à l'heure de présenter des options au président de la République en pointant à chaque fois les risques. À la date d'aujourd'hui, quels sont les principaux risques qui feraient que la cathédrale ne réouvrirait pas en 2024? C'est une excellente question. Nous avons une programmation très tendue jusqu'en 2024, dans laquelle nous avons peu de marge de manœuvre, si vous voulez, pour aller à. Et c'est une question qu'on se pose tous les jours. Qu'est-ce qui peut nous arriver qui nous empêcheront de tenir les délais? Alors, vous pouvez avoir d'abord des accidents extérieurs. Des inondations, des tremblements de terre, avoir, ou un bombardement de la part de Poutine qui bombarderait les environs de Paris. Vous pouvez avoir ça, vous pouvez avoir un incendie sur le chantier. Vous pouvez avoir des intempéries extrêmement violentes qui retarderaient le chantier. Vous pouvez avoir des mouvements sociaux. Si vous supposez que je sois à la pagaille en France dans 6 mois, bon, comme on a eu la pandémie. Voilà. Ça, c'est les causes exogènes, car nous n'avons pas beaucoup de... Voilà. Je termine. Ouais. Ensuite, nous pouvons avoir des risques intérieurs. Nous pouvons avoir des incidents avec les entreprises, vous voyez, qui ne respectent plus ou qui ne soient plus en mesure de respecter des cahiers des charges qui sont extrêmement contraignants. Et je sens bien, parce qu'elles se sentent parce que je leur mets une grosse pression, elles se sentent sous pression pour le délai de 5 ans, et elles ne veulent pas être celles qui vont porter le chapeau si on ne fait pas 5 ans. Donc la recherche de prétexte, je le sens. C'est ça le commandement. Hein. Vous pouvez avoir des choses comme ça. Vous pouvez avoir des recours juridiques par rapport à l'attribution des marchés. Vous pouvez avoir, évidemment, je ne veux pas donner d'idées, je ne sais pas s'il y a des représentants des mouvements écologiques ici, mais vous pouvez avoir, ce qui a commencé d'ailleurs, une bronca contre l'utilisation du plomb pour la couverture du Grand Combe. C'est pour ça qu'on a fait des études très avancées sur la récupération des eaux de ruissellement, etc. Vous pouvez avoir des retards tout bêtes dans l'exécution de la planification par les entreprises, des choses comme ça. Qu'est-ce qui garantit qu'il n'y aura pas d'incendie une nouvelle fois à l'intérieur de Notre-Dame? Est-ce qu'il y a assez de décisions de sécurité qui permettent de penser qu'il y a de moins risques qu'il y ait à l'intérieur un accident comme celui que nous avons connu? Vous pensez bien que je suis très conscient de ça, et si jamais il y a un incendie sur le chantier, je peux remettre ma démission tout de suite, quoi. Mais nous avons des mesures drastiques de lutte contre l'incendie. Voilà. De la même manière, nous avons, dans le plan définitif de la charpente, des mesures considérables pour lutter contre l'incendie, notamment de la brumisation, etc. etc. Surtout qu'il y a du bois, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le chêne. Voilà. Madame. Oui, Véronique Goman, merci Madame pour votre question, parce qu'elle fait partie un peu de la mienne et de votre réponse. On sent bien avec tout ce que vous mettez en œuvre, ce côté un peu opération commando qu'on vous a livré, que vous y arriverez à fin 24 si vous merci Madame de le sentir. Si vous passez au travers de tout ce que vous avez précédemment cité et qui sont des risques non négligeables, endogènes ou exogènes. Maintenant,
Ma question, c'est, ce que vous faites, c'est un vrai plan de transformation d'une entreprise. On pourrait le donner dans le privé. Et vous allez forcément, le jour de la livraison, et on souhaite que ce soit fin 24 pour la messe de Noël, pourquoi pas. Est-ce que vous allez, après... Avant, merci. Donc j'ai une date. Est-ce que vous allez faire un retour d'expérience sur la façon dont vous avez travaillé et vous avez eu les coups des franches et quels ont été les points forts et les points faibles pour que demain, on puisse se servir de ce chantier pharaonique comme exemple de transformation pour arrêter, pour aller plus vite et pour éviter que ce qui se fait normalement pour la majorité des gens en 15 ans peut se faire en réalité en beaucoup moins quand il y a la volonté, quand il y a une direction, quand il y a une vision et qu'il y a une vraie mission et une vraie équipe. Voilà. Et tout ça, c'est un gain de temps. Et on sait que le gain de temps, pas à n'importe quel prix, il est toujours un gain d'argent. Voilà, merci. Oh, c'est évidemment une excellente question. Il faut qu'il y ait ce qu'on nous, les militaires, on appelle un rétex. Un rétex de l'exercice et un BD, un Battle Damage Assessment, de ce qui s'est passé, bien évidemment. Et il faut que ça débouche sur la simplification de normes administratives, notamment des codes qui sont excessives. Alors, vous avez entendu tout à l'heure, j'ai employé le mot de legacy. Oui. Dans la legacy, j'ai déjà parlé du plomb. J'espère qu'on sera plus intelligent à l'avenir sur la manière dont on appréhende la question du plomb. Le plomb, c'est pas l'amiante, encore que certains vous disent que même sur l'amiante, on est très excessif, des choses comme ça. La simplification des circuits administratifs qui est absolument épouvantable. Quand on présente une décision au conseil d'administration, il y a en amont 4 petits comités théodules auxquels il faut qu'on aille présenter les choses, si vous voulez. Bon. Je suis président de l'établissement public. Ce n'est pas moi qui signe les autorisations de travaux. C'est le préfet de l'Île-de-France. Ça serait quand même plus simple que ce soit moi qui signe et qui en prenne évidemment la responsabilité. Je suis soumis au contrôle scientifique et technique. Non seulement j'ai la CNPA, mais j'ai le CST, où vous avez tout un tas de gens qui viennent vous expliquer, vous y passez 4 heures, ça ne sert pas à grand-chose, et vous avez perdu 4 heures que vous auriez pu passer. Ouais, c'est tout ça qu'il faudra... Mais c'est... Est-ce qu'il faut attendre la fin des 5 ans? Vous pouvez le faire étape par étape. Il faut attendre la fin des 5 ans, parce que si vous me faites en plus changer l'administration française, je vais être mort avant 5 ans. Mais il y a en France une simplification de la jungle administrative qui est colossale, quoi. C'est à faire. Enfin, moi, je le vois dans cette chose. C'est-à-dire, vous savez, derrière ça, il y a la confiance. Faire confiance aux gens qu'on a investis. Vous voyez, moi, on me dit, rendez-moi la cathédrale en 2024. Bien, Monsieur le Président, je reviens en 2024. Mais ça ne se passe pas tout à fait comme ça, vous l'avez senti, parce que je suis entouré de tas de choses. Et je pense que si ça s'était passé comme ça serait probablement plus efficace. Vous l'avez dit avant la messe. Mais il faut absolument le faire, ce que vous dites. Mais c'est ça, véritablement, la responsabilité d'un ministre. Le ministre, ça doit servir à ça. Je rappelle que le ministre est d'abord le chef de l'administration et qu'il devrait être là pour diriger l'administration de son ministère et non pas se faire diriger par l'administration de son ministère. Je parle d'une manière générale, bien sûr. Je n'ai absolument aucun nom en tête, naturellement. Mais on voit comment est habillée la personne dont vous n'avez pas le nom en tête. Non, c'est vous qui interprétez. Vous avez dit la messe de Noël, peut-être avant la messe de Noël en 2024. Mais est-ce que les athlètes religieux qui voudraient se recueillir à Notre-Dame au moment des Jeux Olympiques pourront le faire? Ils n'iront pas à Notre-Dame, ils iront à la Madeleine. L'église de la Madeleine. Là, c'est décidé. C'est prévu, c'est une information, ça. Qu'est-ce qui vous a impressionné le plus
dans ce que vous voyez? Ou quels sont peut-être les corps de métier aussi qui vous ont le plus impressionné? Nous pensons aux cordistes, par exemple. Oui, oui. Vous pensez tout de suite à ce qui fait un peu, ce qui médiatiquement est photogénique. Non, ceux qui risquent leur vie là, sur les échafaudages. Mais alors, vous, c'est... Moi, je vais vous dire, c'est là où on rejoint aussi la vie militaire. Ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand je vais sur le chantier, je retrouve avec les compagnons qui travaillent, qui me connaissent bien sûr, parce que d'abord ils me voient, et puis, etc. Je retrouve un peu le même type de rapport que je pouvais avoir avec mes soldats quand j'allais, ils me disaient « Ah, mon général, merci, etc. » blablabla, vous voyez. Et vraiment, je sens chez eux cette volonté d'y arriver, et ça, c'est une excellente chose. Votre mission, c'est une mission particulièrement difficile, vous l'avez expliqué, mais elle est d'autant plus difficile que les Français se passionnent pour ce qui est en train de se passer et vous regardent, on voit bien ici. Et en plus que chacun de nous est devenu architecte, géologue, peut-être même archevêque, et chacun rêve de sa propre Notre-Dame. Quand la flèche s'élèvera dans le ciel de Paris, quand vous remettrez ou on remettra les clés, qu'est-ce que vous, personnellement, vous ressentirez? Vous vous direz, il n'y a pas d'affect, etc. Mais là, à ce moment-là, vous, le croyant, qui allez pratiquer tous les dimanches à Notre-Dame, et puis d'avoir vu ce que vous avez contribué à restaurer, en dépit des contraintes, des obstacles, etc., au fond de vous, qu'est-ce qu'il y aura? Écoutez, il y aura la fierté, le soulagement d'y être arrivé. Voilà. Mais vous savez, je ne fonctionne pas en ce moment comme ça. Hein. Oui. Moi, en ce moment, c'est tous les jours. C'est-à-dire 2024, pour vous, c'est encore loin. Vérifier que l'on est bien sur notre planification. Et récupérer les messages négatifs, là, de ceux qui, les ME, les fameux modes d'action ennemis, pour les contourner et les réduire. C'est ça mon métier. Et ça c'est tous les jours. Vous savez, je suis tranquille hein, quand on fera notre cérémonie de réouverture de la cathédrale. Je peux déjà vous écrire les discours de ceux qui vont expliquer que c'est grâce à eux. S'ils n'avaient pas été là, rien ne se serait fait. Je peux même vous donner les noms. Ah ouais. Mais vous, qu'est-ce que vous diriez à ce moment-là? Moi, je serais comme Cincinnati. Je repartirai dans mes Pyrénées et je rirai sous cap. Oui, oui. Mais on vous écoutera. Vous savez, moi, je suis un grand amateur de psaumes. Les psaumes, c'était une leçon de vie permanente. C'est l'homme ne souffle pas, s'il l'enlève, il n'y a même plus la trace de son passage sur l'herbe. Voilà. Bon, bah, vous savez, tout le monde oubliera. Mais d'autres diront, etc. Mais on est sûr ici qu'on n'oubliera pas ce que vous faites, ce que vous allez faire, le résultat pour les générations qui viennent, parce qu'on est dans le temps, un temps plutôt court, 4-5 ans, même si chaque jour c'est une bataille pour vous, mais vous allez contribuer à créer Notre-Dame, j'ai envie de dire presque pour l'éternité. Son temps, ce sera l'éternité. Et vous la faites jour après jour, et c'est ça qui nous émeut et qui nous impressionne, je suis sûr. Merci de nous avoir raconté en confiance et en confidence ce que vous avez expliqué et qui traduit en même temps une œuvre de courage, de volonté, madame, et d'énergie, mais qui ne nous surprend pas quand on vous connaît. Merci à vous. Un dernier mot, s'il vous plaît, un dernier mot. C'est normal, dernier mot, toujours avoir le dernier mot. Je dis souvent, les Italiens avaient dit qu'ils reconstruiraient le pont de Gênes en 2 ans. Tout le monde a rigolé. Au bout de 2 ans, le pont de Gênes était reconstruit. Alors c'est vrai qu'ils ont eu, eux, des dérogations, notamment au marché public, que je n'ai pas moi. C'est ce que me disent mes ingénieurs, mes architectes. Dans cette affaire, il y va de l'honneur de la France. Il y va de l'honneur de la France. La France a dit qu'elle reconstruirait cette cathédrale en 5 ans. Il faut qu'elle le fasse. La France s'est ridiculisée au Stade de France par son incapacité à gérer cette affaire-là. Il ne faut pas qu'on rajoute à ça. Donc, l'échec des 5 ans, ça sera le mien, bien sûr, mais pas seulement. Ça sera vraiment celui de notre pays. Donc, aidez-moi à gagner dans vos cercles
professionnels et familiaux à gagner cette bataille. On se souvient d'un général qui avait dit aussi « Aidez-moi ». Merci en tout cas, et merci à vous.